Donc après, on avait programmé donc d'avoir le professeur Mohamed Benhamed, qui est directeur de recherche à l'INSERM, médecin endocrinologue au CHU de Nice. Il n'a malheureusement pas pu nous rejoindre ni en visio, ni physique. Enfin, il devait être là de manière physique. Mais on va quand même vous proposer une petite vidéo de 20 minutes de son travail, parce qu'on le trouve absolument extraordinaire, pour pouvoir continuer cette discussion autour de qu'est-ce que la qualité. C'est bien, grosse question, énorme question, on l'a vu, mais aussi quel est le lien, et on est toujours en cette recherche-là, quel est le lien entre qualité nutritionnelle et santé. Et donc le travail qui a été fait sur la nutrigénomique, et donc vous allez découvrir un peu ce concept que vous connaissez probablement pas, et peut apporter, qu'est-ce que la nutrigénomique peut apporter pour expliquer le lien de l'environnement, de l'alimentation, sur toutes les maladies civilisationnelles. Aujourd'hui, vous savez que vous en avez une épidémie de cancer partout dans le monde, mais une épidémie de maladies dites civilisationnelles, de maladies dites non infectieuses, comme Alzheimer, etc. Donc on va laisser la petite vidéo passer pour vous présenter ces travaux qui nous semblent absolument fondamentaux pour pouvoir comprendre l'impact de notre alimentation sur la santé. Tout d'abord, je remercie les organisatrices et organisateurs donc de cette réunion. Merci pour votre invitation. Alors, je vais aborder la partie nutrition par son entrée plus dans les maladies chroniques. Donc, je vais avoir une lecture assez santé, effectivement, et maladies. Avec tous les aspects épigénétiques qui peuvent sous-tendre ça et le retombé que l'on pourrait avoir issu de cette connaissance et de cette mécanique épigénétique en termes de nouveaux outils, que ce soit des outils de type diagnostic ou certainement plus tard des outils de type thérapeutique. Donc dans ces maladies chroniques, je pense que ça a été dit largement, on retrouve les cardiovasculaires, le métabolisme, les cancers, les neurodégénératifs, y compris aussi les maladies psychiatriques dont on parle beaucoup, comme l'autisme qui est inclus dans ce type de pathologie. Il existe une discussion autour de la nomination aussi de ces maladies, on les appelle les non-communicable diseases, et cette définition par le négatif effectivement pose un problème. Le Lancet récemment a plutôt proposé un terme de type maladie chronique de type social. Donc on voit très très vite effectivement qu'on échappe à l'aspect médical scientifique pur pour entrer dans le terme social, et je pense que ça a été abordé déjà un petit peu. Alors, ce qui a fondamentalement changé et ce qui fait probablement qu'on est ici et qu'on aborde ce problème par la nutrition, c'est certainement de grandes ruptures qu'il y a eu depuis une vingtaine d'années, et en particulier depuis le séquençage du génome. Quand on a séquencé le génome, on a découvert que ces maladies ne sont pas uniquement des maladies génétiques et que la génétique était entrée là-dedans, mais faiblement. Beaucoup moins que ce que l'on pouvait imaginer depuis une cinquantaine d'années. Donc c'est plutôt quelque chose qui est lié essentiellement à notre mode de vie, à savoir les déséquilibres nutritionnels, l'exposition aux toxiques et au stress. Et ça a été dit précédemment aussi, probablement que l'impact précoce chez l'enfant joue un rôle clé dans la programmation de ces maladies. À partir de cette connaissance de là, une seconde rupture a eu lieu, c'est une rupture de type technologique, où on a pu développer de la modélisation, et ça a été très important, refaire en laboratoire, reconstruire en laboratoire absolument toutes ces maladies, à partir des déséquilibres nutritionnels, à partir de l'exposition aux toxiques et au stress. Bien sûr, avec ça sont arrivés des outils de bioinformatique, de deep learning et du séquençage à haut débit. Et tout ça donc a généré des outils, et ces outils sont devenus très très importants pour donner de la consistance à ce nouveau paradigme de la médecine
qu'est la médecine 4P pour prédictive, préventive, personnalisée, participative et bien sûr, on en a parlé depuis le début, la médecine intégrative. Donc l'aspect pharmacologique ne suffit pas, on voit bien maintenant qu'il faut intégrer des aspects non pharmacologiques aussi pour une prise en charge d'une maladie. Un petit rappel pour dire simplement, effectivement, oui, ces maladies chroniques explosent en termes d'incidence. Et vous voyez donc cette projection sur une trentaine d'années entre 2002 et 2030. Parmi les autres causes de décès, on voit bien que ce sont celles qui augmentent au milieu dans les pays déjà développés sur le plan économique, bien sûr. On voit qu'on est déjà à 85% de causes de décès et qu'on ne va pas bouger si on ne fait rien. Alors la nouveauté, effectivement, ça a été déjà souligné là aussi, c'est que les pays émergents commencent à avoir une augmentation très très importante de ces pathologies-là, probablement due à la transition nutritionnelle. Ils commencent à manger comme on mange ici, bien sûr, et à une urbanisation croissante, ce qui fait qu'on bouge moins, on mange très vite, des plats tout prêts, etc. Oui, et je voulais dire à ce niveau-là, bien sûr, ça va poser beaucoup de problèmes pour les pays émergents parce qu'ils n'ont pas les mêmes structures sanitaires qu'ici. Et donc, il est très probable qu'une approche préventive pourrait être intéressante pour agir avant que la maladie n'arrive. Parce que la prise en charge de la maladie dans ces pays-là, vous imaginez, est quelque chose de plus compliqué. Je vous disais la grosse révolution effectivement qu'il y a eu lieu au cours de ces 20 dernières années, c'est que c'était pas du génétique, cette maladie, c'est pas du génétique. Donc c'est pas une modification dans la séquence des gènes, mais plutôt une modification dans l'habillage du génome. Et je vais juste dire ça très rapidement, mais je pense que les orateurs plus tard vont y revenir dessus sur la partie épigénétique. En gros, la modification d'un gène peut changer parce que la structure de l'ADN a changé. Ça, c'est la définition, on va dire, classique de la génétique. Mais l'expression d'un gène peut changer à cause de l'habillage de l'ADN. Et il y a au moins deux façons qui expliquent la modification de l'habillage de l'ADN et l'expression du gène. C'est la méthylation, c'est simplement des méthyles qui viennent se mettre sur des cytosines et qui vont empêcher l'expression d'un gène. Ou au niveau de l'ADN, vous pouvez avoir simplement une compaction ou un relâchage de la chromatine qui fera que certaines familles de gènes vont s'exprimer. Et si ces gènes sont importants pour certains types de pathologies, je prends l'exemple toujours des gènes suppresseurs de tumeurs. Si vous arrivez par de la méthylation ou autre à inhiber un gène suppresseur de tumeur, vous ouvrez la voie au développement d'un cancer. Et puis la troisième voie intéressante dans la mécanique épigénétique a lieu au niveau des ARN. Notre génome produit des ARN qu'on appelle des ARN messagers, codants, qui vont finir en protéines, et protéines qui vont supporter la fonction dans une cellule. Mais il produit aussi toute une famille d'ARN qu'on appelle des ARN non codants parce qu'ils ne feront pas de protéines. Et ces ARN non codants seront très importants parce qu'ils vont s'hybrider avec les vrais ARN et les empêcher d'être traduits en termes de protéines. C'est une régulation qui est majeure sur laquelle je reviendrai après. Tout ça pour dire que l'épigénétique a effectivement été une révolution dans la conception du monde vivant, puisque tout n'est pas prédéterminé, écrit déjà dans l'ADN, comme on le pensait avec l'approche génétique, mais c'est l'extérieur qui va contrôler nos gènes. On passe un petit peu d'un concept de fatalité où on ne pouvait rien parce que c'était dans l'ADN, à notre responsabilité. Alors le débat philosophique est très large, effectivement, responsabilité égale individu, etc. Mais on peut y revenir. La deuxième chose importante dans l'apport de l'épigénétique, c'est qu'enfin, on peut mesurer maintenant le passage de la bonne santé. Il y a des marqueurs épigénétiques de la bonne santé à la programmation d'une maladie. Vous avez des marqueurs de bonne santé et des marqueurs de maladie. Et on peut mesurer ce passage, on peut voir ces modifications. Et donc, on peut intervenir effectivement pour arrêter le processus ou pour revenir en arrière. Et tout ça dans le cadre de cette médecine intégrative, bien entendu. Donc, je parlais de cette réversibilité, d'où l'intérêt, donc, encore une fois, d'aller dans ce paradigme qu'est la médecine intégrative, et ou la médecine 4P. On peut faire de la prévention,
On peut faire de la prédiction et de la prévention et on peut aussi faire de la réversibilité par ce type d'approche. Donc on voit bien que l'épigénétique, effectivement, ouvre énormément d'espoir dans la prise en charge de pathologies. Tout ça pour arriver à synthétiser un petit peu ce que je viens de vous dire. Donc on peut imaginer que les maladies chroniques, le concept d'une maladie chronique est au centre de 3 entrées. L'entrée génétique qui est toujours là, bien sûr, mais qui est beaucoup moins importante que ce l'on croyait. Et puis vous avez l'entrée majeure maintenant qui est celle liée au mode de vie. Et puis, tout à l'heure, ça a été souligné aussi, cette entrée du mode de vie, elle est très importante lorsqu'elle a lieu très tôt au cours de la vie, les 1000 jours. La période préconceptionnelle, la grossesse, les 2 premières années de la vie sont des périodes clés. Si vous avez un impact délétère de l'environnement à cette période-là, il y a de très fortes chances pour que l'altération demeure pour toute la vie et que les maladies se programment à l'âge adulte. Parce que c'est dans cette période-là que se construit aussi l'épigénome. Donc pour le mode de vie, je l'ai déjà souligné, la nutrition, dont on parle aujourd'hui effectivement, mais ne jamais oublier les toxiques et le stress. De toutes les façons, quand on parlera de notre nutrition, ne jamais oublier qu'il y a toujours une composante toxique dans la nutrition. Donc il n'y a pas que la composition des aliments qui va jouer un rôle clé, mais la présence de toxiques, effectivement, fait la qualité d'une nutrition. La mécanique, bien sûr, elle est épigénétique, je viens de le dire largement. Un mot aussi, avant d'aller plus loin. Il semblerait que maintenant, tout le monde ait accepté que ces maladies chroniques, bien sûr, ont une origine environnementale dont on vient de parler, et qu'il existe un tronc commun avant qu'elle se déclare. Et ce tronc commun, c'est l'inflammation. Donc on retrouve systématiquement, pratiquement dans toutes les maladies chroniques, une phase d'inflammation qui va précéder, y compris des maladies de type neurodégénératif, y compris des maladies psychiatriques comme l'autisme ou autre. Donc c'est quelque chose qui semble être fondamental. Donc penser à l'inflammation est certainement une idée très très intéressante pour faire du prédictif ou du préventif. Quand on sait que, on le dira tout à l'heure, quand on sait que l'inflammation est accessible à la nutrition. Deuxième point très très important, qui est une sorte aussi de tronc commun à toutes les pathologies chroniques sous l'impact de l'environnement et en particulier de la nutrition, c'est le vieillissement accéléré du corps. Vous savez qu'on peut le mesurer par les télomères, mais maintenant, il y a un algorithme très très intéressant, l'algorithme d'Horvath, qui permet, avec 600 points de gènes de méthylation dans le corps, d'avoir une idée sur le vieillissement biologique par rapport au vieillissement chronologique. Et vous voyez que lorsque, vous voyez la diagonale, lorsque le vieillissement, donc cette mesure de méthylation sur des gènes de l'ADN, lorsque le vieillissement biologique se superpose au vieillissement chronologique, vous vieillissez à une vitesse normale. Mais lorsque, et c'est dans la zone verte en haut, mais lorsque le vieillissement biologique est beaucoup plus rapide que le vieillissement chronologique, à ce moment-là, vous êtes dans une population à risque qui va développer, d'abord l'espérance de vie est moindre, et cette population, c'est elle qui va développer des maladies chroniques et qui va effectivement diminuer sa longévité. À l'inverse, vous avez des chanceux dans la partie rose en bas, ce qu'on appelle ceux qui vieillissent beaucoup plus lentement. À ce moment-là, c'est là où on retrouve les personnes qui vont vivre plus longtemps. Alors, ce diagramme est capital, il est très important. Ces outils sont très intéressants parce que quand vous vous positionnez dans le cadre vert, on va pouvoir intervenir par de la nutrition, par des problèmes de gestion du stress, par des problèmes de non-exposition. Donc on peut créer de la réversibilité et corriger ce processus. Dernier point encore dans la réflexion globale de cette approche. Une fois qu'on a identifié cette mécanique-là, on crée des modèles maintenant au laboratoire très facilement. Je prends un peu l'exemple de la fertilité ici. Vous voyez, et la fertilité, vous voyez, c'est soit globalement une diminution du nombre d'ovocytes, la femme est infertile, ou une diminution du nombre de spermatozoïdes chez l'homme. Et derrière, en laboratoire, on a décortiqué absolument ce système et on a sorti effectivement toute la mécanique épigénétique que le sous-tend. C'est juste à titre d'exemple. Et vous voyez qu'on retrouve ces fameux micro-ARN qui sont altérés
le 101, le 29, le 18, et ces micro-ARN, une fois altérés, vont absolument changer l'expression de gènes clés dans la maintenance de la prolifération de la cellule, de l'apoptose. Vous voyez que le 101 va par exemple inhiber un gène clé dans la mémorisation de l'épigénétique d'une cellule. Une fois qu'elle est là, effectivement, tout ça va aboutir à la mort de ces cellules germinales et vous avez une infertilité. Chose très très intéressante, ces signatures-là qu'on a retrouvées dans ces pathologies-là, eh bien vous les retrouvez dans d'autres pathologies de maladies chroniques comme les cancers, comme les maladies métaboliques et autres. Ça veut dire qu'il y a une sorte de transversalité dans ce type de signature commune à toutes les maladies. En termes simples, lorsque quelqu'un développe un type de maladie chronique, il est possible qu'il puisse en développer d'autres. Et donc on connaît les problèmes de l'association cancer, obésité et autres. Alors ces marqueurs, ces signatures-là sont capitales parce que nous avons maintenant de nouveaux outils, des marqueurs, des biomarqueurs non invasifs, parce que ces petits ARN non codants se retrouvent dans tous nos milieux biologiques et on peut les mesurer de façon assez simple et ils nous donnent le reflet de ce qui se passe dans chaque type d'organe. Donc nous avons des outils objectifs pour mesurer la mise en place d'une pathologie, sa réversibilité, l'intervention d'une approche nutritionnelle ou autre pour voir si ces micro-ARN vont bouger. Donc on a des outils pour mesurer tout ça. La nutrition, spécifiquement, qu'en est-il? Alors, la nutrition, on a vu, dans le cadre de ces maladies chroniques, on a vu une sorte de mouvement qui s'est fait d'une approche globale, que un type de nutrition est intéressante. Et puis, on a vu une sorte de focus pour aller plus loin, où on a commencé à identifier des gènes spécifiquement, en particulier des gènes dans le cadre de l'épigénétique, qui sont altérés par la nutrition. Donc là aussi, nous commencions à avoir des outils nouveaux qui nous permettent de dire tel ou tel nutriment va affecter telle voie épigénétique impliquée dans telle ou telle maladie. Donc c'est utile pour le diagnostic en disant que la nutrition a été impliquée, mais c'est surtout pour voir si l'impact nutritionnel que nous allons utiliser dans le cadre d'une prise en charge de la pathologie va pouvoir être efficace ou pas. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental et je vais vous dire juste quelques mots sur ça. Ce sera ma dernière partie. Alors, on sait bien sûr depuis longtemps, et ça a été dit par mes prédécesseurs, qu'une alimentation de type riche en graisse, globalement occidentale, est moins bien, en tout cas elle est à l'origine d'un grand nombre de ces maladies, que le régime de type méditerranéen est très intéressant. Ça, c'est une approche globale qu'on a identifiée depuis quelques années, qui est prouvée, qui ne se discute plus. Mais la question a été très vite, mais quoi dans ces alimentations est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien dans ce type d'alimentation? Alors il y a eu bien entendu, ici vous voyez des préconisations de l'ANSES et autres, où on voit en rouge tout ce qui est à éliminer, enfin diminuer en tout cas, hein, les viandes, la charcuterie, les sucres bien sûr, et tout ce qu'il faut encourager, puis le poisson, légumes, légumineuses, dans la nutrition. Pour aller encore plus loin, mais quoi? Et là-dedans, effectivement, dans la nutrition, ce qui a été assez rapidement très très intéressant, c'est qu'on a identifié dans les aliments bénéfiques des aliments anti-inflammatoires et des aliments pro-inflammatoires. Donc on avait une approche rationnelle pour diminuer ce précurseur commun à toutes les maladies chroniques qu'est l'inflammation. Donc j'irai très vite dans les pro-inflammatoires, vous devinez bien, les viandes rouges, produits laitiers de vache. Ça aussi, c'est certainement une icône qui tombe. On a dit pendant très longtemps que c'était très bon. Non, ça n'est pas bon, effectivement. Les produits dérivés du lait de vache, excès de graisse saturée, oméga 6, trans, mais ça, vous le savez très bien. Et puis, de façon intéressante, tout ce qui est anti-inflammatoire et à encourager, que ce soit en prévention, que ce soit lorsque la maladie est déjà installée. Et donc, les végétaux, fibres, acides gras, oméga 3, magnésium, zinc, antioxydants, polyphénols, dont je dirais un mot, les polyphénols. La quercétine est certainement une star dans les polyphénols, est très très intéressante. Les anthocyanes, l'acide élagique, les catéchines. Et puis, alors le resveratrol, la littérature, il y a énormément donné autour de resveratrol. C'est probablement une des molécules qui est la plus utilisée en nitrothérapie. On connaît absolument
tous les impacts de ce nutriment sur tous les micro-ARN, sur la méthylation de l'ADN, sur les voies qui mènent à telle ou telle pathologie. Donc c'est un modèle assez intéressant, mais il ouvre certainement un champ très large pour étudier d'autres types de molécules. Oui, un mot effectivement sur une famille d'épices, hein, le curcuma, gingembre, cannelle, mais ça je ne vous apprends rien. Là aussi, les polyphénols, ben, on voit un petit peu dans quel type d'alimentation on peut les retrouver. Et actuellement, on voit bien que ces molécules interviennent pratiquement dans toutes les pathologies chroniques. Les vitamines sont très importantes parce qu'elles sont utiles, importantes. Et il faut veiller à ce que les régimes soient équilibrés parce que pour certains types de vitamines, selon que vous êtes jeune, adulte ou âgé, elles ne sont pas absorbées de la même façon et elles posent d'énormes problèmes. Leur association, leur origine, la vitamine B12 est un problème pas simple à gérer des fois par exemple. Alors, sachant tout cela, est-ce qu'on a pu vraiment changer le cours des choses lorsqu'on a mis, par exemple, un régime de ce type en place sur des cohortes de patients, des gens malades. Et vous voyez dans cette étude très, très intéressante, vous voyez qu'on a pris des personnes, des cohortes de gens qui ont déjà des maladies chroniques. Et on s'était dit, une fois la maladie chronique installée, est-ce que si on met ce type de régime dont je viens de parler avec toutes ces entrées-là, est-ce qu'on change quelque chose dans les complications au cours des temps dans ces maladies? Et la réponse est oui, bien sûr. Si vous prenez par exemple ici des personnes à un âge autour de 63-64 ans, en vert, c'est ceux chez lesquels il y a eu une intervention et chez les autres, on n'a pas fait d'intervention au niveau alimentaire. Et vous voyez de façon très intéressante, si vous prenez à l'âge de 64 ans, vous voyez que quand vous comparez les deux cohortes, on gagne dans l'apparition des complications 7 ans et demi. Donc elles apparaissent 7 ans et demi plus tard. De la même façon, quand vous regardez plus loin, à 75, là aussi, vous voyez que lorsque vous comparez les deux cohortes, lorsque les malades sont plus âgés, vous gagnez 11 ans de différence dans l'apparition des complications. Donc c'est quelque chose quand même qui est très très important. Alors, encore plus loin, on sait tout ça, encore plus loin, est-ce qu'on peut maintenant aller avec cette approche nutritionnelle au cœur du génome? La réponse est oui, et je vais essayer de vous montrer ça. Donc vous voyez ici un petit peu un mix de l'ADN que vous voyez en violet, avec effectivement tous les aliments intéressants. Alors, pour aller très vite, je vous ai pris quelques données donc très récentes. On voit bien, par exemple, lorsqu'on prend la famille de polyphénols, vous voyez dans quel type de fruits et légumes vous les trouvez. Vous voyez le composé qui est actif, même titre pratiquement qu'un médicament, et vous voyez son effet épigénétique, c'est soit de la méthylation de l'ADN, soit de la compaction de la chromatine sur la modification des histones, soit bien sûr des micro-ARN, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vous le montre simplement pour illustrer que ces données existent et on a cette connaissance-là maintenant. Toujours le brocoli qui est un petit peu la star, hein, donc je ne dirai pas plus. Vous voyez, même chose pour soja et autres, où on a tous les composés actifs. Et puis vous voyez par exemple pour la curcumine, qui est une star de problèmes, par exemple anti-inflammatoires. On connaît maintenant très très bien son impact et elle sait où elle va agir dans les voies épigénétiques. Et sachant l'endroit où elle va agir dans les voies épigénétiques, vous pouvez faire un lien avec les pathologies en question. Et vous pouvez surtout mesurer, lorsqu'on les administre, si on est efficace ou pas. Parce que le fait de connaître cet impact-là permet de mesurer l'intervention de la nutrition. Juste cet aspect-là, parce que je trouve que cette diapositive est très intéressante. Bien sûr, la cancéro est un domaine sur lequel on travaille énormément autour de la nutrition. Et vous voyez de façon très, très intéressante, vous voyez donc différents types d'aliments et vous voyez où ça peut intervenir. En haut, vous avez la méthylation de l'ADN, vous avez des modifications de micro-ARN avec certains types de poissons et autres, et puis vous avez tout l'aspect chromatine avec tous les aliments qui peuvent intervenir. Donc, on a relativement fait le lien maintenant entre un aliment, ce qu'il contient d'efficace et son impact dans le génome.
Et connaître l'impact dans le génome, c'est ouvrir la connaissance si on est dans une situation de bonne santé ou si on est en train de basculer dans la maladie. Toujours, mais c'est juste à titre d'information, vous voyez qu'on connaît les composés actifs, leurs sources, leurs cibles dans le génome, et on a maintenant des effets relativement clairs sur la mécanique par laquelle elles jouent dans le cancer. Est-ce que ça tue les cellules en développant? Eh bien, je crois qu'on a, enfin, voilà, la vidéo continue encore un petit peu. On a les effets anti-cancer. Est-ce que ça change la viabilité des cellules? Est-ce que ça les fait mourir? Est-ce que ça empêche leur prolifération? Et vous voyez les différents types de cancers qu'on a trouvés déjà et qui sont modifiés par cette intervention, encore une fois, nutritionnelle. Donc voilà, voilà cet extrait vidéo que je trouve vraiment extrêmement parlant. Moi, j'ai, pour ma part, demandé à beaucoup de nutritionnistes quel était le lien entre le contenu nutritionnel et la santé. Et ils m'ont toujours répondu « Ouh là là, c'est compliqué » ou « Regardez que les oméga 3, oméga 6 » ou « Regardez que telle ou telle partie ». Et là, je crois qu'on a une vraie vision globale, holistique, qui est apportée par ce séquençage génomique qui nous permet d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de la relation entre notre contenu nutritionnel et la santé. Et donc reste à faire un énorme travail, comme Dan a commencé à le proposer, de lien entre les pratiques agricoles et le contenu nutritionnel. Et on sait qu'il y a des énormes variations, c'est ce qu'a montré Dan. Et donc il nous reste à faire à continuer à poursuivre ce travail pour montrer que certains aliments sont des super anti-inflammatoires. Toute maladie commence par de l'inflammation. Et bien, si on est capable d'avoir des régimes anti-inflammatoires généralisés, et bien, c'est le fameux régime méditerranéen. C'est la fameuse voie vers des capacités, on l'a vu, gagner 10 ans d'espérance de vie alors qu'on était plus ou moins condamné à changer de régime. Donc c'est porteur d'énormément d'espoir et ça documente en effet cet aspect que, voilà, que ton aliment soit ton médicament. Donc voilà, bon, bravo à Mohamed de nous faire tout ce travail. Et nous avons évidemment, donc je vais appeler Colline, puisqu'elle est la coprésidente de l'association Maraîchage Sol Vivant. Je vais appeler André Trive. Et je vais vous demander donc de remercier toute l'équipe organisatrice. Donc je vais aussi appeler Maxime, je vais appeler Céline Durand, je vais appeler Sophie, je vais appeler Fabrice à venir me rejoindre. Et je vais vous demander d'applaudir toute cette équipe qui a organisé ces rencontres nationales. Et donc vous voyez que les femmes sont à l'honneur quand même. Et malheureusement, souvent, les petites mains qui font tout le travail. Et on aimerait bien que vous continuiez à prendre plus de place, évidemment. Et ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Pour la suite. Alors je vais aussi remercier les autres petites mains, donc Céline Colombier, Julien Canivet, qui ont participé aussi à l'élaboration de cette journée. Je vous demande d'applaudir très fort la régie, avec l'équipe Vers de Terre Production, Dylan, Gwendal, Louis, et la régie portée par Adeva, avec 2 personnes d'Adeva. Nous avons mangé des très bons aliments. Nous allons continuer juste après à manger des très bons repas avec les traiteurs qui nous ont fait des repas locaux et bio. Et donc nous vous remercions énormément, là, les traiteurs. Je ne sais pas s'ils nous entendent, mais je vous demande de les applaudir, évidemment. Et nous remercions aussi les gîtes qui nous ont accueillis dans de très bonnes conditions, notamment Frédéric qui est ici dans la salle aussi. Et Marianne Parel, je ne sais pas si elle est dans la salle. Nous avons eu donc plus de 20 conférenciers là, sur ces 2 jours. Donc merci à tous les conférenciers d'avoir fait l'effort de venir nous rejoindre et de participer. Donc un grand merci à vous tous qui avez participé à rendre cet événement possible. Et puis remercier évidemment tous les bénévoles qui ont donné des petits coups de main de gauche et de droite pour l'organisation de cet événement. Donc évidemment, c'est le dernier moment où nous nous retrouvons tous ensemble. Nous allons maintenant passer à la partie du repas, du midi. Et donc je vous invite toujours à vous inscrire donc, aux différents ateliers. Et voilà, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites.
Ah oui, il y a un bal folk ce soir aussi, si vous voulez profiter pour vous amuser, danser un petit peu. On a organisé un petit bal. Et je voudrais aussi remercier Vincent, puisqu'il fait énormément de travail aussi au sein de cette association. Et qu'il perd souvent des heures de sommeil pour travailler pour le mouvement Maraîchage Sol Vivant et pour l'agroécologie. Donc voilà, merci à tous. Je voulais juste insister sur le fait que le groupe vient spécialement de Cray et de Lyon. Il y a 3 musiciens qui viennent de Lyon ce soir. Ils vont jouer à partir de 21h, donc même pour ceux qui ne mangent pas ici, vous êtes tous les bienvenus pour nous rejoindre éventuellement pour faire quelques danses folkloriques. Il y a même des personnes qui vont venir spécialement, des amis des musiciens, pour nous montrer les danses. Donc n'hésitez pas à venir nombreux. Bon bah à table, merci à tous, c'était un plaisir d'organiser tout ça. Voilà. Bonne app.